Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour vous entretenir d'un sujet palpitant proposé à l'initiative de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Et je remercie à cet égard sa présidente, Claire Rubinstein, qui m'a proposé de vous introduire à l'histoire des Tanzimat et leur influence sur l'émancipation des Juifs de Tunisie. Alors, le temps pour moi de vous projeter l'écran de mon PowerPoint. Là, et nous pouvons démarrer pour ce sujet qui, je l'espère, vous intéressera. Pour les Juifs de Tunisie, contrairement à une croyance répandue, la modernité et le changement social de statut qui en fut le corollaire n'a pas débuté avec le protectorat français en 1880. En réalité, ça s'est amorcé un petit peu plus tôt, sous l'effet conjugué des tanzimats ottomanes et de l'accession au trône d'un bey réformiste, Ahmed Bey, dès 1830. À la suite, le Beylicat va plusieurs décennies durant connaître une ère de réforme. Des réformes encouragées par les puissances occidentales, mais dont le calendrier va suivre généralement de peu celui de la cour ottomane de Constantinople. C'est là où il va être intéressant effectivement de déterminer quel fut l'impact de la cour centralisée ou non ottomane sur l'ancienne province, l'ancienne régence de Tunisie. Alors voyons justement dans un premier temps cette Tunisie ottomane qui, pour beaucoup de gens, est quasiment indépendante au XIXe siècle pour l'époque sur laquelle nous allons parler. Pourtant, la Tunisie est bien une province, mais une province qui semble à certains égards déjà assez émancipée. Alors essayons très rapidement de faire un petit récapitulatif. Alors, la Tunisie a été acquise par les Ottomans au XVIe siècle. Comment? De manière assez simple, par le biais de renégats, les corsaires barberousse, Harouj et son frère Khaireddin, que vous voyez présenté ici dans une œuvre du XVIe siècle, ont été appelés à l'aide par les autorités musulmanes de Constantinople après l'occupation de l'Algérie et de la Libye, lorsque les souverains espagnols Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille ont cherché à s'implanter en Afrique du Nord. Nommé grand amiral de l'Empire ottoman, Khaireddin Barberousse s'est emparé de Tunis en 1534 et a placé de ce fait la Tunisie dans la vassalité de Constantinople. En 1574, après la chute de Djerba, les Ottomans ont fait de la Tunisie une province officielle de leur empire. Pourtant, malgré leur victoire et la présence d'alliés sur place, les Ottomans ne vont jamais véritablement s'implanter en Tunisie. De sorte qu'à la fin du XVIe siècle déjà, le rôle de la Sublime Porte n'est plus qu'anecdotique. Les dirigeants locaux, effectivement, s'émancipent à ce moment-là de la tutelle du sultan de Constantinople et seuls 4000 janissaires, un peu rebelles par ailleurs, restent stationnés à Tunis pour assurer une présence ottomane. En 1590, ces soldats d'élite qui sont issus du déchirement, c'est-à-dire du ramachage sur les provinces européennes chrétiennes par les Ottomans, donc des soldats certes d'élite, mais qui peuvent être un petit peu trublions, décident de se révolter contre le pouvoir ottoman et placent à la tête de la Tunisie un bey, avec sous ses ordres un bey chargé de la collecte des impôts. Le bey, dont le statut deviendra bientôt héréditaire, sera ultérieurement le personnage clé de la régence, aux côtés du pacha ottoman, dont le rôle est désormais essentiellement honorifique en tant que représentant du sultan turc. Cette autonomie ne va cesser de s'accroître au fil des siècles. Et il est donc assez difficile d'affirmer de prime abord que les tanzimats ottomanes furent déterminants dans le processus de modernisation de la Tunisie. Voyons maintenant ce qu'on entend par ce terme de tanzimat. Qu'est-ce que c'est, les tanzimats? C'est le nom donné par les Ottomans à l'ensemble des réformes adoptées au cours du XIXe siècle, d'abord par la Sublime Porte, pour doter l'Empire ottoman de structures modernes et efficaces, et puis ensuite les provinces. Ces réformes sont le plus souvent inspirées de l'Occident, et le terme est un pluriel qui provient d'un substantif arabe,
tanzim, qui a le sens de réorganisation ou de remise en ordre. Le mouvement de réforme, dont le point culminant sera la promulgation en 1876 à Constantinople de la première constitution ottomane, tente de répondre à une question que les sultans se posent depuis un certain temps. Comment sauver l'Empire? Alors, la solution proposée relève de concepts hérités de la Révolution française. D'abord, on envisage la centralisation administrative sur le modèle. Ensuite, on veut s'inspirer de la modernisation pour effectivement améliorer le fonctionnement de l'appareil étatique d'un empire immense qui, comme on l'a dit, peine à dominer certaines de ses provinces. Ensuite, est prévue une sécularisation du droit, ainsi que celui de l'enseignement, mais cela ne va pas se faire avec facilité, vu le poids des oulémas, c'est-à-dire des autorités religieuses musulmanes dans l'Empire à cette époque encore. Et donc, pour l'Empire ottoman et ses provinces, on peut dire que c'est d'une certaine manière une occidentalisation à marche forcée. Mais promulguer les lois dignes d'un État moderne suggère évidemment de pouvoir les appliquer à tous les citoyens de l'Empire, sans distinction de race et sans distinction de religion. Pour ce faire, encore faut-il se débarrasser des droits coutumiers. On appelle en turc le örf, qui vient de l'arabe urf, et donc nécessite également de soumettre d'une certaine manière les populations minoritaires à une loi commune. L'objectif final est évidemment d'établir des codes qui, tout en demeurant respectueux des principes juridiques de l'islam, soient susceptibles d'être acceptés par les différentes communautés en présence. Comme on l'a suggéré plus avant, un certain nombre de ces mesures sont élaborées sous la pression des puissances européennes qui souhaitent au XIXe siècle, sous l'influence des courants libertaires, voir les minorités religieuses de l'Empire être traitées à égalité avec les musulmans. Évidemment, ce processus de modernisation ne va pas aller sans heurts et se déroule de façon différente selon les régions, en fonction de l'éloignement tant culturel que géographique du centre du pouvoir. On peut distinguer néanmoins trois grands moments. Des moments clés, du moins pour la cour ottomane. On verra que dans les provinces, ça a parfois eu un retentissement moindre. Alors, ces trois grands moments, c'est premièrement la promulgation du rescrit impérial de 1839, plus connu sous le nom de Hati Sharif de Gülhane. C'est ensuite le rescrit impérial de 1856, un firman également connu comme le Hati Humayun. Et enfin, mais seulement pour la cour ottomane, la Constitution de 1876. Il sera ainsi intéressant dans notre propos de déterminer l'impact, l'influence qu'ont exercé ces différents moments sur le traitement des minorités en Tunisie, et notamment concernant la minorité juive dont il est question ici. Alors commençons, si vous le permettez, par le Hati Sharif de Gülhane. Le rescrit impérial, promulgué en 1839, affirme le principe d'égalité devant la loi de tous les sujets, quelle que soit leur confession. Mais dans la réalité, les provinces ne vont pas être véritablement perméables dès 1839 au message impulsé par la cour de Constantinople. Et le firman va rester, on peut le dire, quasiment lettre morte dans toute l'Afrique du Nord et plus généralement en Tunisie. Le jalon fondamental de l'histoire des Tanzimat ne va intervenir véritablement que le lendemain de la guerre de Crimée, en 1856, avec la promulgation du second rescrit impérial dont nous avons parlé, celui dit Humayun, le Hati Humayun. Alors, pourquoi celui-ci est-il plus important? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il est plus autoritaire dans la manière dont il est promulgué, mais il est également plus précis et se trouve également être plus élaboré que le firman de 1839, qui constituait, on peut dire d'une certaine manière, une première ébauche. Avec ce nouveau firman de réforme, l'Empire ottoman s'engage plus loin dans la voie des changements vis-à-vis des minorités et garantit désormais aux non-musulmans non seulement la liberté de culte, mais également le droit pour les minorités religieuses d'administrer leurs biens sans la moindre entrave. D'une grande modernité, le Hati Humayun offre l'égalité avec les musulmans face à l'impôt et supprime de fait la capitation
qui pesait sur les Ahl al-Kitab, juifs comme chrétiens, qu'on appelait jusqu'alors donc la jizya dans l'Empire ottoman, et également connue comme jizya chez les musulmans arabes. Alors, ce firmament apporte une égalité aussi en matière de justice, avec la promulgation de plusieurs codes tout au long des années 1860, et il offre un accès aux emplois publics pour les minorités. Les non-musulmans vont désormais pouvoir devenir fonctionnaires, et pour certains même rentrer dans l'armée. Alors tout cela, évidemment, sans remettre pour autant en question la libre jouissance des communautés par rapport à leurs immunités traditionnelles, notamment en matière d'organisation interne. En matière d'organisation interne, on pensera à la possibilité, par exemple, pour un beddin, eh bien, de juger les affaires de justice relevant de son propre tribunal lorsque deux juifs, effectivement, sont en opposition. Une cour spéciale formée de rabbins pouvait être amenée à prendre des décisions sans que les baies ou la justice musulmane ne viennent interférer. À noter que ce second rescrit impérial précédera de quelques années la loi instituant une nationalité ottomane en 1869. Voyons à présent l'application concrète en Tunisie de ces tanzimat. Alors, au milieu du XIXe siècle, sous l'influence des tanzimat élaborés à Constantinople, mais également sous l'effet d'une occidentalisation venue de la présence française dans l'Algérie voisine, et avec l'arrivée de nombreux Européens en Tunisie, notamment en provenance d'Italie, les autorités de Tunis décident de moderniser l'État. Le souverain, Ahmed Bey, donc le premier d'une longue liste de réformateurs, Ahmed Bey a gouverné de 1837 à 1855, inaugure une politique de réforme. Et les premiers à en bénéficier sont les Juifs de Toscane. Ceux établis à une date récente en Tunisie, comme ceux appelés à venir s'installer ultérieurement, obtiennent le droit de conserver la qualité de Toscan. Cette disposition va par la suite encourager de nombreux Juifs de Livourne à venir s'installer en Tunisie, où ils constitueront, à la différence des Livournais arrivés au XVIIe siècle, une minorité étrangère placée directement sous la protection du consul de Toscane. Voyons un exemple intéressant. En 1823, sentant une volonté d'émancipation poindre chez un nombre croissant de Juifs, Mahmoud Bey, alors c'est le précédent, j'ai parlé donc d'Ahmed Bey, celui qui l'a précédé, qui est lui aussi d'une certaine manière un réformateur et qui a gouverné de 1814 à 1824, contraint tous les Juifs vivant en Tunisie à porter une calotte noire. Un Juif originaire de Gibraltar qui refuse de se plier à l'injonction est condamné à la bastonnade. L'Angleterre, eh bien, lui vient directement en aide. Et cette situation va, contre toute attente, profiter une décennie plus tard au Granat, les Juifs italiens, qui obtiennent, moyennant finance, de pouvoir remplacer la chicha noire par une calotte blanche appelée le gbébès. En 1845, le consul de France à Sousse va rapporter une drôle d'anecdote. Il nous dit, on y rencontre, donc, on parle ici de Tunisie, un nombre considérable d'Israélites vivant exactement la même vie que les Arabes, armés et vêtus comme eux, montant à cheval comme eux et faisant la guerre comme eux. Ces Juifs sont tellement fondus avec le reste de la population qu'il est impossible de les en distinguer. Alors, on découvre ici un regard d'un occidental relativement peu informé des différences qui existent entre les catégories de ce qu'on appelle de façon traditionnelle et erronée les Juifs de Tunisie. Comme on l'a vu, il y a plusieurs couches dans ces Juifs de Tunisie. On pourrait même presque parler de caste, et y compris à l'intérieur de ce qu'on qualifie traditionnellement de Grana ou de Livournais, c'est-à-dire de Juifs d'extraction européenne, le plus souvent italienne, eh bien certains disposent déjà de privilèges grâce à des accords qui ont été passés avec des puissances étrangères, comme on l'a vu dans le cas précédent avec les Juifs de Toscane. Alors, en dehors de ces minorités, qui ne représentent en fait un faible, même très faible pourcentage du total, les autres Juifs n'en continuent donc pas moins à faire partie des sujets du B, et d'être à cet égard de simples timmiers avec toutes les mesures vexatoires que laisse prévoir ce statut. Outre la tenue imposée,
qui prévoit des teintes sombres et interdit naturellement toute ostentation. On retrouve parmi les inégalités qui frappent la communauté des Touansa, c'est-à-dire l'ensemble des Juifs indigènes de Tunisie, l'imposition de quartiers réservés, par exemple la Hara à Tunis même, l'impossibilité d'accéder à la propriété foncière, des violences fréquentes pour lesquelles les auteurs ne sont que rarement inquiétés par la justice bellique. Mais l'événement va justement changer la donne. C'est ce qu'on appelle l'affaire Sfez, en 1857. Et la date est importante. Elle est effectivement postérieure seulement d'un an au deuxième firman ottoman des Tanzimat, le Ratu. Alors que s'est-il passé? Batu Sfez est un cocher juif au service du chef de la communauté Semama. Et à la suite d'un incident de la circulation, ce bougre est accusé d'avoir injurié l'islam. Des témoins prétendent l'avoir entendu blasphémer. Il est condamné en vertu du droit malikite à mort. Il sera décapité au sabre. La guerre de la sanction émeut toute la communauté juive, alors même qu'on commence tout juste en Tunisie à obtenir des réformes permettant d'améliorer le statut des minorités religieuses. Les consuls de France et d'Angleterre profitent de cet événement pour exercer une pression sur le souverain Mohamed B, qui dirige le Beylika entre 1855 et 1859, et l'encourage à s'engager plus avant dans les réformes similaires à celles obtenues de Haute-Lutte à Constantinople, et lui disent que ce qui a été acquis en 1839 par les minorités en Anatolie et dans certaines provinces orientales, devrait désormais être appliqué également en Tunisie. On est, comme on l'a dit, au lendemain du second rescrit, celui de 1856, qui commence seulement à avoir un écho en dehors de Constantinople. En gros, on peut dire ici que les puissances occidentales prennent un prétexte, l'exécution inique d'un juif, pour imposer des réformes et faire en sorte qu'elles soient également appliquées à Tunis, en Tunisie de manière plus générale. Donc on voit que ça n'est pas une évidence, hein, le fait que les réformes de Constantinople s'appliquent aux provinces nord-africaines. De sorte que le bey est contraint de proclamer, quelques semaines plus tard seulement, au Bardo, un pacte fondamental connu sous le nom de Ahd al-Aman, qui reconnaît la liberté civile, la liberté de culte, l'égalité devant l'impôt et le droit de propriété de tous les habitants de Tunisie, y compris pour les ressortissants européens. Mais cette abolition réglementaire des lois de discrimination ne va pas faire long feu, puisque le successeur de Mohamed B décide en 1864 de suspendre un certain nombre de ses acquis. Alors, non que Sadoc B, qui a gouverné de 1859 à 1882, soit opposé au courant de réforme impulsé par ses prédécesseurs. C'est simplement qu'il se retrouve dans une situation critique où les tanzimats mis en place en Tunisie constituent un coût exorbitant pour le Beylika, un coût dont seraient responsables en partie les Juifs, puisqu'ils ne payent plus l'impôt de capitation, la djizya, et qu'en plus, ils peuvent désormais acquérir un certain nombre de biens immobiliers et même rentrer dans la fonction d'État. Et donc, les musulmans sur place peinent à accepter ces décisions et lui demandent, d'une certaine façon, un retour en arrière. Alors, un personnage en particulier va jouer en faveur de l'émancipation pendant toute cette période et faire en sorte qu'on aille, au contraire, de l'avant. Et il s'appuie généralement sur l'islam pour se faire entendre. Ce personnage majeur qui parcourt quasiment tout le 19e siècle s'appelle Ahmed ibn Abi Diaf, plus connu sous le nom de Ben Diaf chez les Tunisiens. Cet homme politique, qui est également célébré comme historien, a été le secrétaire particulier de pas moins de 5 bey de Tunis, dont nous venons précédemment de parler. On le retrouve des années, on va dire, 1820, fin des années 1820, jusqu'aux années 1874 à peu près. C'est un grand connaisseur du monde ottoman.
Il a accompagné plusieurs fois les baies à Constantinople au cours de sa carrière et a découvert à cet égard la culture administrative des Tanzimates. On retrouve dans les archives la présence de Bendiaf une première fois à la cour ottomane en 1831 et puis une seconde fois en 1842, 3 ans après la promulgation du premier firman des Tanzimates, le Khati Sharif de Gurhan. Ce personnage est décrit comme étant d'une grande ouverture d'esprit. Il dépasse en effet bien souvent les préjugés communs à son temps. Et dans son ouvrage Ithaf Ahl al-Zaman bi Akhbar Muluk Tunis wa Ahdaraman, que l'on connaît en français sous le nom de Présent des hommes de notre temps, chronique des rois de Tunis et du pacte fondamental, Bendiaf ne manque pas de prendre la défense des opprimés et conteste les vexations dont ils font fréquemment l'objet, ce qui est plutôt rare, on va dire, de la part d'un Hassan al-Hassan, c'est-à-dire d'un homme de l'élite musulmane à Tunis. C'est en musulman que Bendiaf prend la défense des Juifs. Selon lui, en tant que dhimmi, eh bien, les Juifs doivent être traités selon les règles de justice prévues par la charia, et le Conseil des baies invite, à cet égard, les musulmans à traiter les protégés sur un pied d'égalité avec la religion majoritaire. Il condamne par exemple la corvée infligée en 1820 aux Juifs qui avaient été contraints de curer le bassin d'eau de Mélazine, estimant, je cite, qu'il ne s'agit pas là du sort réservé aux dhimmis par l'islam, et ajoute que le non-respect de leur statut entraînerait immanquablement pour les musulmans l'humiliation et décadence. Alors, ce qui est marrant, c'est comment il prouve qu'il y a effectivement eu erreur gravissime et sanction de la part du divin. Il dit que la terrible tempête qui a détruit en 1821 le gros de la flotte corsaire bellicale est simplement le fruit d'une sanction de Dieu pour les injustices commises peu auparavant à l'encontre des Juifs. À noter que ces corvées ne seront finalement abolies qu'en 1853 à l'initiative du chef de la communauté juive, Semama, encore un Semama, un personnage assez controversé, mais je ne veux pas m'attarder sur ce point. Alors, du point de vue plus politique, Bendiaf voit dans l'injustice la source de toute révolte. Et donc, c'est en homme des Lumières qu'il découvre les événements qui se déroulent, par exemple, à Paris en 1846, lorsqu'il accompagne le Bey Ahmed Ier dans la capitale française. Il découvre la colère du peuple qui couvre contre le roi Louis-Philippe et il saisit qu'effectivement la misère ou l'iniquité peut amener à la rébellion. Pourtant, ça n'est pas l'exemple français qu'il va alléguer. Non. Il s'appuie sur un exemple bien ottoman, puisqu'il cite, pour mettre en garde ceux qu'il conseille, la révolte grecque dans les années 1820, qui selon lui serait le résultat de l'inconduite des janissaires et des pachas à l'encontre de la minorité chrétienne des Balkans. Bendiaf estime en effet que les hommes de religion ont failli dans leur tâche. Une tâche qui est de rappeler aux souverains l'obligation de respecter le texte de la loi. La jizya, dit-il, a été mise en place non pour pressurer les minorités et pour les humilier, mais au contraire pour leur montrer les avantages de l'islam et les encourager à la conversion. En méprisant les juifs et les chrétiens, d'une certaine manière, les musulmans renonceraient ainsi à toute adhésion possible à la religion du prophète. Pour Bendiaf, les tanzimates ottomanes doivent en conséquence être source de bienfaits et être un remède au mal. En arabe, Jalboun lil masalih waradoun lil mafasid. Bendiaf se réjouit ainsi de la nomination en 1860 par un décret bellical des chefs de la communauté juive de Tunis en application des dispositions du pacte fondamental de 1857. Il y a là, dit-il, une égalité de traitement dont peut et doit se réjouir tout musulman équitable. Mieux, et là, on n'en revient pas, on lit dans le texte que l'auteur en vient même à dire des Juifs qu'ils sont, je cite, nos frères en la patrie. Voilà, on peut le dire, des propos révolutionnaires pour un musulman du XIXe siècle. Mais
C'est sans compter l'opposition du chef de file des réformistes, Khayr el-Din et-Tounsi, qui lui fait valoir, bien que lui aussi assez ouvert, qu'un certain nombre de juifs sont de plus en plus acquis aux intérêts des puissances européennes. Et de fait, certains, effectivement, ont adopté un statut d'Algérien pour pouvoir bénéficier de la protection française, tandis que d'autres font valoir, on l'a dit, leur ascendance italienne ou anglaise pour pouvoir bénéficier d'un statut européen. Ben Diaf regrette qu'un accord n'ait pas permis de mieux retenir les Juifs et estime qu'il serait pourtant d'un grand profit pour le pays. D'autant que l'État bellical, en difficulté financière, du fait des réformes dans la seconde moitié du XIXe siècle, pourra assurément compter en 1863 sur des créanciers juifs d'une grande honnêteté, certains faisant même preuve de véritables sentiments patriotiques selon les dires de Ben Diaf, et de citer les cas de Nataf et Attal, de riches juifs tunisiens, qui ont longtemps répugné à demander le statut de protégé, soucieux qu'ils étaient de ne pas intervenir dans les affaires européennes et surtout de ne pas devenir les courtiers de consuls européens. Seul l'emprunt forcé va ultérieurement les faire recourir à cette protection. En effet, en 1866, Nataf et Attal font valoir leur ascendance andalouse pour être placés sous la protection de l'Espagne après une vague de violence antisémite qui traverse tout le royaume de Tunis. On pourrait s'étonner de l'attitude de Ben Diaf à l'égard des Juifs de son pays. Semblable esprit de tolérance est effectivement rarissime en termes d'islam au XIXe siècle. Mais il faut être clair et pragmatique. L'attitude de Ben Diaf répond avant tout à une certaine conjoncture et relève d'abord de préoccupations identiques à celles qui semblent avoir présidé aux Tanzimat ottomanes. Les recommandations de Ben Diaf en tant que conseiller d'épée doivent effectivement se lire comme une réponse aux dangers extérieurs qui guettent alors la Tunisie. Le risque de mainmise des Européens sur des minorités de plus en plus indépendantes du système légal tunisien encourage en effet une politique plus tolérante et plus ouverte. Alors même que l'article 1er du pacte fondamental de 1857 assurait une complète sécurité aux Juifs de Tunisie, les événements de 1864 les ramènent une décennie en arrière, on l'a dit. Désormais vêtus comme leurs voisins musulmans, on les autorise depuis 1858 à porter la chicha rouge, les Juifs se fondent mieux dans la société tunisienne. Ce sont alors leurs lieux de culte qui sont pris pour cible. Des attaques de synagogues sont enregistrées à la fin des années 1860 à Sousse, Gabès, Nabeul et même sur la petite île de Djerba. Et encore, à Tunis, en 1869, ce sont 17 Juifs qui sont assassinés, sans que leur meurtrier n'ait à répondre de leurs crimes. Les crimes restant impunis, les Juifs n'ont alors d'autre choix que de se tourner vers leurs consuls respectifs. Les réformes qui devaient conduire, on l'a dit, les Juifs à mieux s'intégrer à la société tunisienne, en encourageant l'acculturation par l'égalité civile, aura finalement conduit à l'effet inverse à celui recherché. En ne faisant pas aboutir les Tanzimat dans le royaume de Tunisie, les autorités ont poussé les Juifs d'ascendance européenne, mais également les indigènes, les Touansa, dans les bras des puissances européennes. Ces dernières n'attendaient évidemment que de se placer en protecteurs des minorités, à l'instar de la Russie en Roumélie, pour ensuite pouvoir justifier leurs interventions dans les affaires intérieures des territoires nord-africains. On connaît la suite. Le 7 avril 1880, le gouvernement Jules Ferry finira par intervenir militairement dans le Baïlika, en prenant prétexte d'incursions de tribus Koumrir le long de la frontière algéro-tunisienne. Et avec la présence française en Tunisie, eh bien, les Juifs vont enfin obtenir une garantie pérenne de sécurité pour leurs biens et leurs personnes, à même de leur permettre un développement économique et culturel qui a tant tardé à arriver. Mais ceci ferait encore l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie à tous pour votre écoute et vous propose à présent de passer aux questions.